Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité, l'arrivée du chef de l'État à Kinshasa pour l'investiture du président Félix Antoine. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Proche-Orient, des centaines de tentes sont installées dans la ville de Rafah pour les réfugiés en Palestine. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, séjourne actuellement au Congo démocratique après sa participation à 2 sommets en Ouganda. Eh bien, le président djiboutien est à Kinshasa, à la République démocratique du Congo, pour participer à la cérémonie d'investiture du président Félix Tshisekedi. La cérémonie d'investiture du président Félix Tshisekedi est tenue au stade des martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, la capitale de la RDC, la République démocratique du Congo. Avant sa visite au Congo démocratique, le président avait participé à 2 sommets, cette fois-ci le 42e sommet extraordinaire de l'IGAD et les sommets des pays non alignés, les pays de GAD à Kampala, dans la capitale ougandaise. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, va participer au 20 janvier à la cérémonie d'investiture du président Félix Tshisekedi, aux côtés de nombreux présidents des pays amis de la RDC et des chefs de délégation. Des présidents de la République est accompagné à Kinshasa d'une forte délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères et ses proches collaborateurs. Retour sur ce 19e sommet du mouvement des pays non alignés avec les chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement qui s'est tenu hier matin à Kampala en Ouganda pour discuter des sujets à l'ordre du jour de ce sommet. Les mouvements des pays non alignés a vu le jour en 1961, c'est le deuxième plus grand groupe des pays après les Nations Unies. Il compte plus de 120 pays, dont 53 d'Afrique, 39 d'Asie, 26 d'Amérique latine et des Caraïbes, 2 pays de l'Europe, ainsi que plus de 120 représentants. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement venus de plus de 120 pays ont pris part à ces sommets, notamment le président de la République et président en exercice, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de ce sommet, dont l'insécurité alimentaire, le changement climatique, le renforcement des relations multilatéraux et les défis économiques. Ces sommets offrent une plateforme propice pour discuter des défis majeurs qui transcendent les frontières. La collaboration entre les pays non alignés et l'IGAD témoigne de la volonté des nations de travailler ensemble afin de relever les défis mondiaux et de promouvoir la paix et la prospérité en vue de contribuer pour le renforcement des liens entre les nations des pays non alignés et les pays de la région pour favoriser les relations plus étroites, stimulant ainsi le développement économique, la stabilité politique et la résolution pacifique des conflits dans la région. Le Pakistan, où en marge de sa participation à la foire internationale de Lahore, le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, a tenu une rencontre constructive avec M. Gohar Hijaz, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Production du Pakistan. Les 2 dignitaires ont évoqué les solides relations entre leurs nations respectives, explorant les moyens de les renforcer, en particulier dans le domaine du sport. Le secrétaire d'État a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui ont été réservés. Au cours des discussions, l'objectif du responsable du sport djiboutien était clair: profiter de l'expertise de renommée du Pakistan dans la fabrication des ballons. Il a souligné l'importance pour Djibouti de développer sa propre production, devenir autonome et cesser d'importer pour réduire les coûts tout en favorisant la création d'emplois. Le secrétaire d'État a insisté sur la nécessité d'une coopération fructueuse pour concrétiser cette vision. En réponse, le ministre pakistanais a assuré de sa disponibilité totale, de sa collaboration entière pour soutenir Djibouti dans la mise en place d'une industrie plutôt autonome de fabrication de ballons. Cette rencontre marque une étape significative dans les relations entre Djibouti et le Pakistan, ouvrant la porte à un partenariat prometteur pour un avenir prospère et coopératif. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi
La commune de Balbala qui a pris une initiative louable en organisant une journée dédiée à la sensibilisation environnementale. Cette rencontre a offert une plateforme unique pour recueillir les doléances des citoyens spécifiquement axées sur le service des engagements communautaires. Les habitants de Balbala se sont rassemblés au CDC de Chermoussa en nombre pour partager leurs préoccupations et suggestions en matière d'engagement communautaire. La propreté de l'environnement était au cœur des discussions. Les doléances variées ont abordé des sujets tels que la collecte des déchets, l'aménagement d'espaces verts et la promotion d'initiatives écologiques. Les citoyens ont souligné l'importance d'une collaboration étroite entre la municipalité et la communauté pour garantir le succès de ces engagements. La journée de rencontre et de sensibilisation sur la propreté a connu la présence du président de la commune de Balbala, Hassan Mohamed Saïd, ainsi que celle des femmes associatives du Chermoussa, des jeunes des quartiers, des élus locaux, des responsables du service d'engagement communautaire qui ont pris note des suggestions et ont promis d'examiner attentivement chaque proposition. Les travaux de réhabilitation de la route nationale 5 et notamment le tronçon d'Oudbalali à Ali Sebier sont pratiquement achevés et seront bientôt inaugurés. Ces travaux de remise en état de ce corridor qui ont démarré il y a quelques mois sont en phase finale. Il ne reste que quelques marquages du bitume à faire. Ce tronçon de 12 km était endommagé. Les automobilistes circulaient difficilement avec les conséquences sur l'état des véhicules, perte de temps et surtout des difficultés pour les passagers. Cette partie de la route est non seulement utilisée par desservir de la région Assedjouk, mais également constitue également une zone de passage pour rejoindre la frontière via Galilée. Les poids lourds des marchandises éthiopiens empruntent ce trajet. Il est donc important de réhabiliter, mais aussi de l'adapter à ce type de véhicule pour que la route dure plus longtemps. S'accélérer plutôt et permettre aujourd'hui, que ce soit au Assadjouk ou à d'autres personnes djiboutiennes, de se rendre très facilement vers Ali Sebieh ou vers l'arrière-région. Qu'est-ce que cela implique aujourd'hui? Dès le départ, la DPCR devrait au départ réhabiliter certaines parties de la route. Mais étant donné que la route s'endommageait de plus en plus parce que cette route n'était pas faite au départ pour le grand camion. Donc ils sont allés de 4 km à 12 km. D'où d'ici fin de ces mois, nous aurons la route sera finalisée et ouverte, Inch'Allah. Nous espérons que d'ici février, les riverains ou ceux qui empruntent, ceux qui souhaitent venir à Ali Sebieh, ils auront une route bien faite. Direction le nord du pays, où à l'heure où les leaders mondiaux continuent à développer des stratégies et chercher à mettre en place des mécanismes de préservation de l'environnement, la République de Djibouti œuvre également à travers des stratégies et actions à contribuer dans la lutte pour la préservation d'un environnement sain. Dans ce cadre, la préfecture de Bok et le conseil régional de Bok ont proposé et présenté un projet d'une unité de recyclage et de transformation des bouteilles et sachets plastiques en pavé. Ce projet a démarré en 2022. Pour l'instant, plusieurs jeunes ont bénéficié des emplois directs ainsi que des formations de qualité octroyées par des experts de l'OIM sur la transformation des déchets en pavé. À l'heure où les leaders mondiaux continuent à développer des stratégies et cherchent à mettre en place des mécanismes de préservation de l'environnement, la République de Djibouti œuvre également à travers des stratégies et actions à contribuer dans la lutte pour la préservation d'un environnement sain. C'est dans cette optique que la préfecture de Bok et le conseil régional ont proposé et présenté un projet d'une unité de recyclage et de transformation des bouteilles et des sachets en plastique en pavé à l'OIM. Ce projet a démarré en 2022. Pour l'instant, plusieurs jeunes ont bénéficié des emplois directs ainsi que des formations de qualité octroyées par les experts de l'OIM sur la transformation des déchets en pavé. Et comme vous le savez, l'OIM emploie le collecteur plastique, il y a le travailleur. On a à peu près 35 personnes qui travaillent, dont je crois dans les jours à venir qu'on pourrait aussi augmenter la main-d'œuvre au niveau de l'unité de recyclage. Tout le monde a vu que
au niveau de la ville de Boc, il y avait une pollution de déchets plastiques. Et ensemble avec l'OIM, les autorités locales et les secteurs privés, ils ont mis ensemble les idées pour mettre en œuvre l'unité de recyclage. Donc, c'était un ensemble des idées, un partenariat entre l'OIM, les autorités locales et les secteurs privés. En effet, les flux importants des migrants transitant par la région sont en grande partie à l'origine de la prolifération des bouteilles et des sachets en plastique, ainsi à la dégradation de l'environnement. La fabrique de Boc, fraîchement modernisée avec l'installation de nouvelles machines, se prépare à une nouvelle étape passionnante. La réception des équipements de pointe permettra la transformation des déchets en plastique de la ville en pavés aux formes et dimensions variées, offrant ainsi une solution durable pour la gestion des déchets à la création de produits utiles. Cette transformation des déchets en pavés permettra aussi d'embellir la ville de Boc et aussi dans un avenir proche, ces pavés seront exportés à l'extérieur du pays. Le président du conseil régional, Mohamed Ahmed Ismail, a d'emblée rappelé que ce projet a été proposé par les conseils et la préfecture. En poursuivant, il a précisé que ce projet est bénéfique dans la lutte contre la dégradation de l'environnement et d'autre part, elle est source de revenus pour les habitants, a-t-il déclaré. Enfin, il a souligné l'importance de ce projet qui va jouer un rôle novateur pour remplir la ville de Boc à travers la transformation de plastique en pavé. Rappelons que le Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed a effectué la semaine dernière une visite de travail afin de découvrir en personne l'unité de recyclage des déchets en plastique. L'engagement du gouvernement envers la protection de l'environnement et le développement durable, ainsi que sa volonté de soutenir des initiatives novatrices telles que cette unité de recyclage du plastique, contribuent à la fois à la préservation de notre planète et à la promotion d'une économie circulaire et prospère. Pour sa part, le représentant de l'OIM à Djibouti, Mme Tonja Pacifico, a rappelé que ce projet est né d'une volonté commune entre la République de Djibouti et l'OIM. C'est de mettre ensemble les deux objectifs principaux de réduire le chômage, créer des opportunités d'emploi et ensemble recycler la plastique qu'on trouve dans la région. Alors on a pensé comment on peut faire ça. On en a parlé avec nos partenaires, avec le conseil régional, avec la préfecture. Et comme ça, on a conçu un projet qui permet à l'instant de recycler la plastique qu'on trouve dans la région et qui a aussi le potentiel d'être répliqué dans des autres régions à Djibouti. Parce qu'en fait, la question de la plastique et de la pollution, ce n'est pas quelque chose juste pour la région de Obok. En fait, la pollution en général, c'est un problème mondial. Alors comme ça, on a l'idée de travailler sur les deux objectifs principaux ensemble et comme ça, de pouvoir tester un modèle qu'on a déjà perfectionné dans les derniers mois et qui a le potentiel de se répliquer dans le pays. C'est très important pour les jeunes Obokois d'avoir une opportunité de formation, de travail. L'effet positif, c'est important, pas juste pour les gens qui ont un travail, mais même pour la communauté la plus large. Et aussi, on est en train de tester un modèle qui, si ça marche, on pourra aussi répliquer dans le reste du pays et aussi exporter ce modèle dans des autres pays. Et aussi, dans la troisième phase, on espère de mettre tout le projet, alors le faire aussi complètement vert, un projet vert. Et je pense ce type d'initiative, c'est bon pour tous les pays. Pour l'instant, plusieurs jeunes ont été formés et recrutés dans l'unité de recyclage. Un groupe de personnes vulnérables procède au ramassage de bouteilles et de sachets en plastique. Les jeunes de Boc ont tous souligné leur degré de satisfaction de ces projets, qui est une source génératrice de revenus pour les habitants. Enfin, ils ont affirmé que grâce à de nouveaux équipements, le travail est plus efficace. Au passage, ils ont remercié les autorités locales et l'OIM. En soutenant activement des projets comme ceux-ci, les autorités prouvent leur engagement envers la création de synergies entre la croissance économique et la responsabilité de l'environnemental et la bienveillance. On reste toujours dans le nord où l'équipe mobile de la brigade de la douane de la région de Tadjoura ont saisi une importante quantité de contrebande. C'est plus de 1700 kg de cannes de contrebande qui a été saisi à PK9 avec la collaboration de la gendarmerie de la région de Tadjoura. Les moyens de transport des contrebandiers ont été saisis, mais malheureusement les contrebandiers ont pris la fuite.
Et dans l'actualité internationale, des centaines de milliers de personnes déplacées dans le sud de Gaza vivent une crise humanitaire qui s'aggrave d'heure en heure. Ils se lavent avec de l'eau de mer polluée, dormant sous des tentes surpeuplées, mangeant du pain et des petites quantités quand on trouve, et pour certains jours, pas du tout. La crise humanitaire à Gaza est désormais plus que catastrophique et empire de jour en jour depuis le début du conflit, il y a 3 mois. Gaza est devenu un lieu où règne la mort et le désespoir, selon les autorités des Nations Unies. C'est plus de 2,2 millions de personnes qui vivent à Gaza et plus de 1,9 million qui ont été déplacées par les conflits. Un grand nombre d'entre elles a déjà dû fuir plusieurs fois. Le Programme alimentaire mondial, le PAM, rapporte que la totalité de la population est en situation de grave insécurité alimentaire ou pire, qu'un risque de famine plane sur la région. Et dans l'actualité internationale, toujours aux États-Unis, au moins 50 personnes sont mortes cette semaine en raison des fortes intempéries hivernales qui frappent les États-Unis, ont annoncé les autorités et les médias locaux. Les températures glaciales, les chutes de neige, les verglas rendent les routes particulièrement dangereuses, perturbent le transport aérien, provoquent la fermeture d'écoles et laissent des milliers de foyers sans énergie. Des millions d'Américains sont en alerte météo. Dans l'État du Tennessee, le département de santé a fait état de 14 morts provoquées par des conditions météorologiques. En Pennsylvanie, 5 femmes sont mortes mardi dans des accidents des semi-remorqueurs, ainsi sur une autoroute d'après la police. 5 décès liés au climat ont aussi été rapportés dans le Kentucky, a informé le gouverneur Andri Bashira. Le gouverneur Andy Bashira, dans un communiqué vendredi, tandis qu'au Oregon, 3 personnes sont mortes électrocutées quand une ligne électrique est tombée sur leur voiture durant une tempête de neige mercredi, selon les pompiers de Portland. En Oregon, 75 000 personnes étaient sans électricité, selon le site de Portegouse US. Et le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Eh bien, cette vague de froid sévit en Europe aussi. C'est ainsi que la majorité des départements français sont placés en vigilance jaune. Le sud de la Belgique reste, lui, en alerte rouge. La neige et le verglas continuent de paralyser la France, de la Normandie aux Ardennes. En passant par l'Île-de-France, 15 départements sont placés en vigilance jaune en raison des problèmes de circulation sur les grands axes routiers. Quelques précipitations sont attendues ce vendredi, mais les températures ne vont pas remonter qu'à partir de la semaine prochaine, selon Météo France. Dans le sud de la Belgique, les automobilistes rencontrent également des difficultés pour se déplacer. Les routes de Wallonie sont en alerte rouge en raison des conditions météorologiques. Près de 11 cm de neige sont tombés dans certaines régions du pays. Pour certains habitants, ces paysages blancs sont l'occasion de sortir la luge et passer d'un bon moment. Et enfin, en Haïti, le désespoir au Port-au-Prince face à la violence des gangs. Les rues de Solignon, un quartier autrefois paisible de la capitale haïtienne, résonnent désormais des bruits des armes automatiques, tandis que des colonnes de fumée noire s'élèvent au-dessus des communautés clés. Les résidents pris au piège d'une attaque perpétrée par une bande armée qui ont érigé des barricades en désespoir de cause pour se défendre. L'atmosphère d'angoisse Solignon était palpable. Les appels de détresse des résidents en panique retentissent sur les ondes des stations de radio locales. Si la police ne vient pas, nous allons mourir aujourd'hui. Se réclame un appelant reflétant la terreur qui règne dans cette localité. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés.